Et il y a un autre aspect aussi que je voulais développer, c'est pourquoi est-ce que ce fameux gros move à venir qu'on attend nous impatiemment depuis quelques temps, parce qu'on aime bien les gros moves quand ça bouge un peu, mais pourquoi est-ce que ce gros move, il commence un peu à y avoir une demi-urgence? J'ai pas envie de dire une urgence dans le cas d'OKC, parce qu'on n'y est pas encore là, mais pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir un peu une demi-urgence à faire ce gros move? À mon sens, en fait, pour comprendre ça, il faut retourner aux règles de base, aux règles de construction d'équipe, et surtout les règles dans ce modèle-là actuel, le modèle qui est régi par un salary cap. Bon, alors, très simplement, partons de la base, hein, rappelons les basiques, mais si tu as de l'argent, si tu as beaucoup d'argent, si tu as beaucoup d'espace dans ton budget salarial, tu peux signer des mecs avec des gros contrats. Voilà, ça c'est la base, évidemment. Mais sauf que la nuance, c'est que, a priori, si tu es déjà très bon, si tu es déjà une très bonne équipe, ça veut dire que pour être très bon, tu as beaucoup de bons joueurs. Or, ces bons joueurs, sur les prix du marché, quand c'est indexé sur les prix du marché, ils ont des gros contrats. Donc, a priori, si tu es déjà très bon, en fait, tu n'as pas le cap, tu n'as pas l'espace pour signer des gros contrats. Voilà, ça c'est basique, mais rappelons-le, c'est comme ça que ça marche aussi. Tu ne peux pas te dire, tiens, je vais signer Butler et Free Agent, je vais le signer 40 millions l'année. Non, si tu n'as pas l'espace, si tu n'as pas de place, tu peux pas. C'est le salary cap, c'est comme ça que ça marche, évidemment. Bon, tu peux toujours un peu dépasser le salary cap, mais pas sur des grosses signatures, évidemment. En tout cas, pas sur des grosses signatures extérieures. Et tu peux aussi un peu le dépasser via des trades, notamment. Alors, pas tout le monde, pas toutes les équipes, selon leur situation financière déjà. Je ne vais pas détailler ici, hein, les détails, c'est un peu pénible et lourd, mais je ne vais pas le détailler. Mais tu peux éventuellement, selon ta situation, un peu dépasser le cap, ou en tout cas encaisser plus d'argent que tu n'en envoies en termes de salaire, donc dans un échange. Mais j'insiste sur le dépasser un peu. Le un peu, parce que déjà, il y a des règles en place, que, comme dit, je ne vais pas les détailler, mais il y a des règles en place où tu ne peux pas faire n'importe quoi, déjà, en termes d'échange. Donc, tu ne peux pas dire, j'échange Kenrich Williams contre Kawhi Leonard. Ça ne marche pas comme ça, évidemment. Et qu'il y a aussi un certain équilibre des salaires à respecter dans les échanges, pour que ça puisse se faire. Là encore, ce n'est pas de l'exactitude de $1 pour $1. Mais voilà, donc, il y a éventuellement, potentiellement, plutôt sur un calibre de joueur un peu plus petit que des stars, aller chercher un Dorian Finney-Smith ou des mecs comme ça pour un montant qui est un peu moins grand que celui que tu vas recevoir, potentiellement. Mais surtout, et c'est aussi de là que vient la semi-urgence de faire ce gros move maintenant ou bientôt, la règle aussi fondamentale dans ce modèle de salary cap, comme il est actuellement, c'est que tu peux prolonger tes propres joueurs en dépassant le cap. Je répète, c'est la notion fondamentale. Tu peux dépasser le salary cap, même tu peux le dépasser selon les cas de autant que tu veux, pas forcément autant pour les vétérans, mais pour tes jeunes joueurs draftés. Tu peux dépasser le cap d'autant que tu veux en prolongeant tes propres joueurs. Donc, bon, selon l'ancienneté des vétérans, combien de temps ils sont dans ta franchise et tout, les fameux bird rights, etc., on va pas redétailler parce que c'est du micro-détail, hein, mais tu peux le faire pour tes vétérans, mais surtout, on parle de ça aujourd'hui, tu peux largement dépasser le salary cap en prolongeant tes jeunes joueurs draftés. Et donc, vous avez compris, là on parle notamment de Jalen Williams et Chet Holmgren. En fait, tes contrats, des joueurs que tu as draftés qui sont actuellement en contrat rookie, tu peux les prolonger pour le montant que tu veux, tu peux dépasser autant que tu veux le budget salarial en les prolongeant. C'est ce luxe, c'est les droits que te permettent ce contrat-là. Et donc, c'est évidemment un énorme avantage. Parce que, bien sûr que ça a une conséquence directe en termes de construction d'équipe. Comment est-ce que vont procéder pas mal d'équipes? Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que doit faire OKC? En gros, c'est de blinder ton équipe. Et ensuite, une fois que c'est fait, tu alignes le chèque et tu dépasses le cap à la fin. Quand déjà tu as ton équipe blindée, tu dépasses le cap en prolongeant tes jeunes joueurs. Parce que c'est vrai que ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en l'état, désormais, maintenant qu'ils ont signé Hartenstein sur un gros contrat, bon, voilà, OKC n'aura plus de cap space sur du court terme. C'était cet été, mais c'est un peu fini. C'est-à-dire que à court terme, le move a été fait. En 2025, OKC a une masse salariale de quasiment 160 millions, d'après Basketball Reference, 160 millions pour 2025, et 2026 également 156 millions de dollars. Sachant que, d'après SpotTrack, j'ai trouvé ça là-bas, le cap space, alors on peut le dépasser, mais la limite, elle est fixée à 140. Donc oui, on peut le dépasser. D'ailleurs, pareil, hein, quand je disais on peut dépasser le cap autant qu'on veut sur des joueurs, sur ses propres joueurs qu'on prolonge, on peut le dépasser autant qu'on veut, quitte à payer des taxes.
Oui, ça, il y aura des taxes. Si la limite, là, cette année, elle va être à 140, autour des 140, et que tu as une masse salariale à 180, techniquement, oui, tu as le droit. En prolongeant tes joueurs, tu as le droit de faire ça. C'est juste que tu vas payer cher en termes de taxes. Voilà, c'est le petit aparté. Et vous savez aussi que les taxes sont de plus en plus chères, notamment, mais aussi punitives également. Donc, c'est un peu dissuasif parce que, bah oui, techniquement, tu aurais le droit, mais si tu es dans le fameux second apron, la deuxième limite à pas dépasser trop longtemps, tu as des limitations en termes de recrutement, en termes de signature, en termes de trade, en termes de choix de draft même, au bout d'un moment. Bref, donc il y a ça. Mais ce que je veux dire, c'est que à court terme, en tout cas, maintenant, OKC n'a plus de cap space. Ils sont déjà sur les 2 prochaines années au-dessus du cap qui est fixé. Pas du premier, pas du second apron, mais du cap normal, quoi. Donc ils sont un peu déjà au-dessus. Donc ils pourront pas signer un gros coup. Ils pourront pas signer un gros contrat. Et donc en fait, pourquoi est-ce que je dis qu'il y aurait une semi-urgence? C'est que la fenêtre pour prolonger, pour dépasser le cap avec la prolongation de tes jeunes joueurs, c'est pas de suite, mais c'est bientôt. Donc là, on pense évidemment à Jalen Williams et Chet Holmgren. Pourquoi? Parce que ces 2 joueurs-là ont été draftés en 2022. 2022, tu es drafté au premier tour comme eux. Qu'est-ce qui se passe? Drafté au premier tour, contrat de 4 ans. Ça, c'est standard, ça, c'est réglementé par la NBA. Contrat de 4 ans, et ensuite, tu peux signer ton prochain contrat. Premier salaire, contrat rookie, en général, c'est très faible. Et puis ensuite, tu peux signer un contrat plus juteux, on va dire. Là encore, ça a été mis en place pour protéger un peu à une époque où les équipes signaient des rookies à des prix normaux, grosso modo, et donc un peu elles se mettaient dans l'embarras tout seul parce que c'est risqué un rookie. Donc bref, on a essayé de structurer ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vas avoir les prolongations de Jalen Williams et de Chet Holmgren qui vont tomber, pour moi, elles doivent tomber en tant que dernier domino de la construction d'équipe. Tu vas le faire, et tu pourras le faire, et quand tu le feras, tu vas totalement exploser ta masse salariale. Tu auras le droit, parce que tu auras le droit de le faire parce que c'est tes joueurs, donc tu as intérêt à tout blinder avant et ensuite de dépasser grâce à eux, alors que si tu fais l'inverse, tu peux pas. Si d'abord tu prolonges Jalen Williams et Chet Holmgren, tu seras déjà au-delà du cap et donc tu pourras pas signer des mecs, tu pourras pas faire des échanges pour des mecs, etc. etc. Donc, il y a ça en termes de timing qui est important. Et donc, draft 2022, on a dit contrat de 4 ans, donc 2022 plus 4, 2026, été 2026. Au passage, été 2026, mais ils pourront déjà signer une prolongation anticipée 1 an avant. Donc l'été 2025, déjà, on pourrait voir des contrats max tomber pour Jalen Williams et Chet Holmgren, mais ces contrats ne prendraient effet que pour la saison 2027. Drafté 2022, donc 23, 24, 25, 26, 4 ans de contrat rookie, et ça prendrait effet en 2027. Donc en fait, OKC, pour moi, a 2 ans pour blinder à fond l'effectif, donc notamment par des trades, je pense, pour aller chercher des joueurs comme ça par trade ou alors des petites signatures. Mais OKC a 2 ans pour faire ça, avant de ensuite tout faire péter et de dépasser allègrement le cap pour l'été 2026, donc pour la saison 2027, avec les prolongations de Jalen Williams et Chet Holmgren. Donc c'est aussi là-dessus où je parle de semi-urgence, parce que en fait, il y a une question de timing qui est hyper important et qu'il faut respecter. Parce que c'est maintenant qu'il faut blinder l'équipe. Parce qu'après, quand tu vas le faire et que tu vas être possiblement au-dessus du premier, voire du second apron, tu auras beaucoup de restrictions. Tu ne pourras pas signer des gens en buyout, tu ne pourras pas faire des trades, tu ne pourras pas faire des trades en mettant 1 ou 2 joueurs dans le trade. Enfin voilà, les fameuses règles assez punitives. On ne va pas les redétailler, mais voilà, c'est un peu important de tout blinder maintenant et ensuite de faire péter la banque à la fin. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire la superstar, SGA, aller chercher une autre star ou 2, sachant que Jalen Williams et Chet Holmgren peuvent être considérés comme des stars également. Et à la fin, le dernier move de la reconstruction, c'est Williams et Chet Holmgren, qui d'ailleurs ont le bon goût d'être à la fois des contrats rookies, donc très peu payés, draftés la même année, donc le timing est plutôt agréable de ce point de vue-là aussi. Maintenant qu'on a d'ailleurs, on a viré Josh Giddey, qui aurait été où il aurait fallu le prolonger avant, donc on a un peu punté là-dessus aussi. Je pense que c'est aussi pour ça que le move a été fait sur Josh Giddey, parce que ça nous permet d'avoir une fenêtre de 2 ans désormais plutôt que seulement 1 an où on va devoir prolonger un mec. Donc voilà. Et puis ils ont aussi le bon goût d'être des très bons joueurs déjà, quoi. Donc contrat rookie est déjà très bon. En fait, c'est le timing parfait. Et ça, c'est également ce qu'il faut retenir aussi. J'ai énuméré les règles de construction d'équipe dans ce modèle de salary cap. Il faut aussi se rendre compte de, justement, les contrats rookies sont les contrats avec la plus grande rentabilité de NBA.
assez clairement. Et d'ailleurs, notamment, enfin surtout, pour des joueurs qui sont des stars de suite, ou qui sont très très bons de suite, comme Jalen Williams et comme Chet Holmgren. La rentabilité de ces contrats, elle est phénoménale, parce que, en fait, c'est clairement des mecs qui sont sous-payés. Et ils le sont historiquement, hein, je vous l'ai dit, mais c'est pour une raison. C'est la NBA a décidé un peu de cadrer et de réguler un peu les contrats rookies pour éviter que des équipes donnent des trop gros contrats de suite à des rookies, sachant que les rookies, ça peut être très, très risqué. Il y a qu'à voir le taux de réussite versus le taux d'échec des joueurs à la draft. Hein. On a un taux qui est assez bas. Donc, si de suite une équipe met 15 ou 20 millions de contrats annuels à un mec de première année et que ça devient un bust ou que ça devient juste, voilà, il accomplit pas son potentiel, on en a eu plein des comme ça. Ben voilà, c'est un peu dangereux. Donc, la NBA a cadré ça. Et le compromis, c'est que ça permet de protéger les équipes en cas de bust ou d'échec total, ok. Mais le compromis, c'est que de l'autre côté, ça permet de sous-payer totalement les très bons joueurs. Parce que là, Chet Holmgren, alors il a été drafté assez haut, donc il doit être autour des 10 millions l'année, je crois. Donc c'est pas mal, mais déjà c'est beaucoup plus bas que ce qu'il pourrait mobiliser de par sa valeur sportive. Et Jalen Williams, c'est encore pire. Je crois qu'il est autour des 5-6 millions de mémoire, parce que drafté encore un peu plus bas, en dehors du top 10. Mais voilà, faut aussi se rendre compte de ça. Il y a cet aspect de timing et de prolongation de contrat et de blinde d'abord, et ensuite tu as cette possibilité de dépasser autant que tu veux le cap. Donc utilise le timing de ces prolongations de contrat à bon escient, premièrement. Et deuxièmement, il y a aussi cet attrait que ce sont les contrats les plus rentables de toute la NBA. Et pour moi, il faut vraiment se rendre compte de ça. De à quel point est-ce que c'est intéressant et à quel point c'est du vol, hein, comparé au prix du marché. Avoir un Jalen Williams qui fait ce qu'il fait et qui va continuer d'ailleurs à progresser, mais qui fait ce qu'il fait pour 4 millions l'année ou 5 millions l'année, c'est extraordinaire. C'est aussi là, je trouve, toute la force du projet d'OKC actuellement. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un peu une urgence, parce que ça va pas durer. Hein, les contrats de rookie, on l'a dit, c'est 4 ans. Donc là, on est déjà à 2 ans dans ces contrats, donc il reste plus que 2 ans. Mais voilà, c'est maintenant qu'il faut en profiter. C'est maintenant qu'il faut tout blinder, parce que c'est maintenant que tu as cette chance inouïe d'avoir déjà des stars payées au lance-pierre, quoi. Donc, en plus de tout, en plus déjà de cette rentabilité-là, ça t'ouvre une porte pour accumuler une troisième, une quatrième star en plus, et tu te retrouves à la fin avec SGA, une autre star que tu serais allé chercher, plus Jalen Williams, plus Chet Holmgren, avec un quatuor incroyable. Mais que tu es capable d'avoir grâce aux règles de salary cap, grâce aux règles du CBA, de pouvoir dépasser, etc., etc. Vous voyez un peu l'idée, quoi. Mais j'insiste, hein, ces contrats rookies, c'est une rentabilité absolument extraordinaire. Pour insister un peu là-dessus, d'ailleurs, c'est pas que unique à la NBA. Si on prend un autre modèle, qui est celui du modèle de la NFL, c'est assez facile de remarquer que cet aspect de contrat rookie absolument fantastique, on le retrouve aussi en NFL. Et notamment le fait que beaucoup d'équipes gagnent le Super Bowl avec finalement un quarterback qui est très jeune. Et par très jeune, j'entends drafté très récemment et encore dans son contrat rookie. Parce qu'en fait, en plus en NFL, c'est encore pire. Le poste de quarterback, il est à ce point important. Donc, non seulement tu as une importance décuplée du rôle et de la valeur de ce rôle-là, mais en plus, donc, si tu arrives à avoir ça sur un contrat disproportionné, c'est-à-dire payer beaucoup moins cher que ce qu'il ne peut te rapporter, en fait, c'est dans ces moments-là, en NFL, que tu as ta meilleure fenêtre de titre. Et les exemples, on peut les énumérer, vous allez voir qu'il y en a plein. Les Chiefs en 2019 avec Patrick Mahomes, par exemple. Mahomes était encore dans son contrat rookie. 2017 également, juste avant, nous avons les Eagles de Philly qui gagnent le Super Bowl en étant avec... Alors, Wentz est blessé, Carson Wentz est blessé, le quarterback titulaire, mais il gagne avec Wentz qui est dans son contrat rookie et Nick Foles qui est censé être le backup, mais donc qui n'est pas payé grand-chose. Donc les deux quarterbacks pas beaucoup payés et qui ont un rendement bien supérieur à leur salaire. On peut remonter aussi 2013 et 14. Allez, 14, moi je vous le donne, fan des Seahawks. Moi je vous le donne. Ils ont perdu le Super Bowl sur une action au buzzer, mais bref, Russell Wilson. Qui était encore dans son contrat rookie à l'époque, Russell Wilson, qui était un des meilleurs quarterbacks de NFL hein, déjà, mais qui était dans son contrat rookie, et donc payé une misère. 2012, Joe Flacco, dernière année de son contrat rookie. Quand Baltimore gagne le Super Bowl en 2012, Joe Flacco encore dans son contrat rookie. 2010, pareil, Aaron Rodgers, payé, alors
techniquement pas contrat rookie, mais en fait il a pas joué pendant longtemps parce qu'il y avait un mec devant lui, Brett Favre. Donc bref, il était payé pas cher du tout par rapport au prix du marché. C'est une de ses premières vraies années, donc voilà, il avait déjà prolongé, mais pas cher du tout. Rodgers est loin des contrats de superstar qu'il aura après parce que justement il se sera imposé comme un des meilleurs quarterbacks de NFL et il aura gagné un Super Bowl. Pareil 2005, Ben Roethlisberger avec Pittsburgh, bah pareil, hein, contrat rookie, à peine drafté le mec et ça gagne le Super Bowl. Tom Brady aussi en 2003 et 2004. Bon, techniquement, 2001 aussi, hein, il gagne le Super Bowl en 2001, mais il y a aussi Drew Bledsoe, le quarterback de base qui est dans l'effectif. Mais voilà, qu'est-ce que fait New England? Bah, ils ont un mec qui est bon avec Tom Brady, mais ils ont surtout un mec qui est payé au lance-pierre, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On échange le gros contrat de Drew Bledsoe, qui s'est fait piquer sa place, et Tom Brady et les Patriots, ça gagne le Super Bowl de 2003 et 2004 avec des contrats minuscules, quoi. Et en fait, il y a un peu cette règle en NFL, alors pas tout le temps, il y a aussi d'autres fois où, bah, vous avez vu, hein, j'ai pas cité toutes les années, il y a pas mal de fois où, bah oui, t'as une superstar qui gagne avec son gros contrat et une équipe blindée autour, mais quelle est un peu l'idée en fait derrière ça en NFL, c'est que ta meilleure chance de titre, c'est au tout début, il faut drafter un quarterback qui est bon un peu directement, mais en général, les mecs sont bons directement ou bons jamais, dans la majorité des cas. Mais je veux dire, c'est la meilleure période pour gagner le titre parce que ton poste le plus important, il n'est pas beaucoup payé. Et donc, ça permet d'allouer tout le reste et une majorité de l'argent un peu partout ailleurs. Et donc, c'est dans ces premières années aussi où on a en fait beaucoup de quarterbacks, Russell Wilson, Roethlisberger ou des mecs comme ça, qui gagnent très tôt et un peu moins ensuite. Parce qu'en fait, pourquoi? Bah, c'est pas pareil de construire ton équipe avec un quarterback qui est payé 5 millions l'année parce qu'il vient de débarquer, ou alors de construire l'équipe avec un mec qui est payé 20, 25, 30, 35, 40 millions l'année. Bah voilà, ça laisse quand même beaucoup moins d'argent à allouer à d'autres secteurs. Mais voilà, c'est un peu l'idée, et je trouve que cette illustration de la valeur d'un contrat rookie, pour ça que je voulais en parler, c'est parce qu'elle est jamais aussi flagrante qu'avec le cas de la NFL, et ce cas des jeunes quarterbacks qui sont largement sous-payés. Et je pense qu'on peut largement faire l'analogie avec la NBA, où c'est un peu le cas. Quand on a un peu un jackpot comme ça, quand on a un mec qui est très bon, qui est encore sous contrat rookie, bah, c'est génial, quoi. Et donc, notamment, c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal d'équipes qui essaient un peu de jouer avec ça, de jouer avec le timing. Là, je parle de NBA, hein, quittons la NFL. Mais ce modèle que je décris, beaucoup d'équipes essayent de le faire. Cet aspect de d'abord on se blinde, et notre très bon joueur qui est sous contrat rookie, on attend le plus possible pour le prolonger, parce que le prolonger, ça va nous faire dépasser. Donc, on utilise cette carte maîtresse de avec sa prolongation, on peut dépasser, donc blindons le reste avant, et puis ensuite on dépasse grâce à lui. Et d'ailleurs, on l'a vu très récemment, sans même aller prendre plein d'exemples qu'on pourrait citer, mais très récemment, c'est exactement ce qu'a fait Philadelphie. Les Sixers, ils ont fait ça avec Maxey, qui aurait pu l'été dernier déjà prendre une prolongation anticipée, mais qui ne l'a pas fait. Donc, il y a aussi une certaine confiance à avoir, hein, pour le coup, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ont fait les Sixers? Ils ont d'abord fait leur move, et notamment Paul George, cet été, avant de enfin prolonger Maxey et donc de dépasser le cap en le prolongeant. Mais parce que là, t'as le droit. Alors que t'aurais pas pu d'abord prolonger Maxey et ensuite aller chercher Paul George, ben non, là t'aurais plus eu la place. Bref, donc il y a un peu cette stratégie globale, hein, que tout le monde fait, en tout cas que les bonnes équipes font, de d'abord tu te blindes et ensuite tu prolonges tes jeunes. Donc c'est aussi pour ça, à mon sens, que OKC, je veux pas parler d'urgence, mais tic-tac, quoi. Comme dirait le Chiringuito, tic-tac, tic-tac, c'est maintenant, quoi. Le gros move à faire, c'est maintenant parce que t'as plus que 2 ans, quoi. La fenêtre, elle est maintenant pour se blinder, et ensuite tu dépasseras le cap allègrement avec Jalen Williams et avec Chet Holmgren. Tu pourras le faire dans 2 ans parce que tu auras le droit et que ce sera la dernière pièce du puzzle, et tu auras enfin une équipe méga blindée qui pourra jouer le titre à fond en étant hyper fort. Et après, on pourrait argumenter aussi que, mine de rien, il pourrait y avoir un peu de flexibilité à moyen terme, parce que j'ai cité 2025 et 26 en termes de payroll, en termes de masse salariale, pardon, ils sont à 160 et 156, donc déjà au-dessus du cap. Finalement, en 2027, ils ne seraient que à 130 millions pour l'instant, et avec en plus pas mal de team option. C'est-à-dire que Hartenstein serait en team option, donc OKC pourrait de même en fait refuser ce contrat et donc avoir plus d'espace. Lou Dort aussi, team option à 17 millions. Mais bref, donc, théoriquement, on pourrait avoir un peu plus de flexibilité si rien ne marche pour 2027, qui serait donc l'année 1 des nouveaux contrats de Jalen Williams et Chet Holmgren. Ok, mais bon,
J'ai du mal à croire que ça va s'effondrer à ce point, qu'on va refuser toutes ces team options. En plus, on rajoute le fait que SDA, bah, il va aussi réclamer un nouveau gros contrat et qui va être plutôt de très grande taille, puisque là, il va faire la totale, hein, il va faire All NBA, etc. Donc, je pense qu'il aura tous les critères pour le Supermax. Donc voilà, il y a aussi ça à prendre en compte, et il y a ce truc de, bah ouais, il vaut mieux blinder maintenant, parce que si ton effectif est vide et que tu dois prolonger les jeunes, plus tu prolonges SDA à un gros contrat, et que derrière t'as pas blindé, ben ok, tu vas prolonger ton beau monde, mais tu n'auras plus personne à côté, quoi. Donc c'est aussi là-dessus où je pense que le trade, il faut arriver à le faire. Il faut arriver à le faire maintenant, en tout cas bientôt. Et comment d'ailleurs est-ce qu'on peut le faire, cet échange? Le moyen est assez simple. Pour le coup, on a plein de pics. Donc là-dessus, sur le côté attrait et convaincre quelqu'un, il n'y a pas de souci. Je pense que le jour où ils veulent aller chercher un Kawhi, ou le jour où ils veulent aller chercher un Butler, ou alors Markkanen l'été prochain, ou des mecs comme ça, bon, bah, je pense qu'il y aura une montagne de pics qui pourra convaincre l'équipe en face. Mais ensuite, sur la faisabilité du trade, pour que ça marche, on a parlé aussi d'un certain équilibre des salaires à garder. Le schéma est assez simple, hein, finalement. Le schéma est très simple. Ce serait Lou Dort, qui, pour l'instant, était le seul gros contrat d'OKC, donc la seule monnaie d'échange. Le problème, c'est que tu pouvais pas échanger Lou Dort contre n'importe qui, parce que c'était aussi une pièce essentielle de ton équipe et de ta défense, notamment. On a vu à quel point il était important, même capital, dans la série contre Dallas, qui certes a été perdue, mais bon, on était quand même pas si loin que ça, et puis sans lui, tu l'aurais perdu beaucoup plus rapidement. Et bah, il se trouve que Caruso est arrivé. Alors Caruso lui-même en fin de contrat en 2025, mais pourquoi je dis ça, c'est que peut-être qu'il y aurait une certaine redondance, je ne sais pas, mais peut-être que l'arrivée de Caruso, top défenseur lui aussi, ferait que la présence de Lou Dort serait moins indispensable en un sens, et surtout, donc, ce serait le schéma pour monter un trade, ce serait ça. Donc, Lou Dort qui a un contrat, non pas dégressif, lui, contrairement à d'autres qu'on va citer, mais qui va augmenter, pardon. Lou Dort, c'est 16 millions, puis 17 en 2026, et puis donc une team option en troisième année de contrat, team option à 17 millions également en 2027. Mais voilà, ça pourrait être ça, la structure de base du contrat. Le problème qu'on avait ici, jusqu'ici, c'est que c'est un contrat de taille moyenne, ok, mais c'était pas un contrat assez gros pour monter un trade. Donc il aurait fallu, par exemple, il y a 6 mois, il fallait l'ajouter avec celui de Bertans pour faire une grosse somme, pour échanger donc contre lui-même une grosse somme. Donc l'idée, ce serait ça, Lou Dort, potentiellement, qu'on pourrait laisser filer, qu'on pourrait mettre dans le package. Et on a aussi pas mal de contrats de taille moyenne, on va dire, que désormais OKC possède. Donc Kenrich Williams était déjà là. On est sur du 7 millions pour encore 3 ans. Alors 7 millions l'année pendant 3 ans. Pas 7 millions sur 3 ans, mais 7 millions encore une team option, je crois, à la fin. Mais surtout, donc, on a aussi maintenant la signature de Isaiah Joe pour 12 millions, ensuite 11 et ensuite 10, je crois, un truc comme ça. Et puis ensuite, Aaron Wiggins, également, qui fait 10 millions, 9 millions, 8 millions. Éventuellement des petits salaires mais attrayants de Nikola Topic, pourquoi pas aussi du Dylan Jones, on verra ce que ça donne. Casey Nolas, techniquement aussi, pour être assez attrayant, même si je pense qu'il vaudrait mieux le garder, parce que là encore, contrat rookie très sous-payé par rapport à sa valeur sportive. Jalen Williams aussi est par là, ça fait aussi un petit contrat à mettre dans la balance. Enfin bref, ce serait un peu ça le schéma et le modèle pour un gros coup. Et surtout que, d'ailleurs, j'ai même pas détaillé, mais c'est vrai que les tours de draft, donc notamment OKC a 5 tours de draft en 2025. Alors, certains sont protégés, d'autres vont pas forcément tomber cette année, etc. mais dans l'idée, ça pourrait monter jusqu'à 5 cette année, 2 en 2026, des premiers tours. Hein. Je parle que des premiers tours là. On parle même pas de tout ce qui est deuxième tour en plus, mais 5 en 2025, 2 en 2026, 3 en 2027, 2 en 2028 et 2 en 2029. Et surtout que, là encore, j'ai envie de le préciser et de le rappeler même plutôt, parce qu'on l'évoque assez régulièrement, mais la valeur de ces futurs pics, pour un candidat au titre, c'est surtout une valeur d'échange. Parce que en début de cycle de construction d'équipe, ok, tu draftes plein de joueurs, vu le taux d'échec justement assez élevé sur des jeunes joueurs, bah ouais, plus tu draftes, mieux c'est, tu mets plein de jeunes en compétition, tu multiplies tes chances d'avoir un bon joueur au final, ou plusieurs, parce que si tu draftes plein de mecs, ça aide. Mais par contre, pour un candidat au titre, non seulement t'as pas besoin de autant de joueurs, mais en plus tu n'aurais même pas la place de les développer. Donc même si tu draftes un bon mec, ça a beau être un bon mec, un bon prospect, si tu as déjà des mecs plus compétents devant, t'as pas la place. Donc voilà, je pense que l'idée n'a jamais été d'attendre au fur et à mesure des années et de drafter 40 mecs sur les 3 prochaines drafts, comme on voit un peu parfois. On voit un peu parfois cette blague tourner. Non, c'est pas ça l'objectif.
La vraie valeur pour un candidat au titre comme OKC, la vraie valeur, pour ces picks, c'est de les échanger et d'utiliser leur valeur d'échange, leur valeur de trade. Et donc ça pourrait être 5 picks pour avoir Kawhi, plus 1 ou 2 pour avoir Finney Smith, ou je dis n'importe quoi, mais un pick pour avoir un role player, voilà, ce genre de move. Et je pense qu'il faut vraiment faire ça. Autant, jusqu'à très récemment, on pouvait se dire non, mais c'est encore une équipe jeune, ça vaut le coup de drafter, etc. etc. D'ailleurs, un cas comme Topic, ça me dérange pas du tout, parce que c'est vraiment un talent de play qui ne coûte rien, mais qui peut rapporter gros en plus à la fin, donc pourquoi pas. Mais je pense que t'as pas intérêt à multiplier encore et encore et encore, d'ajouter que des jeunes joueurs. T'as pas le temps d'attendre, et non seulement t'as pas le temps d'attendre, mais t'as même pas la place de les tester tous, quand t'as déjà une bonne équipe. Donc, c'est un peu là-dessus où je pense qu'on pourrait imaginer une sorte d'échange où avant on avait Lou Dort, maintenant on a Caruso, donc peut-être on peut un peu plus se passer de Lou Dort, donc on va l'échanger, on va utiliser son gros contrat pour mettre en place un transfert, plus certains contrats de taille moyenne, éventuellement Wiggins, Isaiah Joe, et je pense que c'est pas pour rien s'ils ont été signés en tant que contrat dégressif, ça fait toujours du bien, c'est toujours plus attirant pour des trades, des contrats dégressifs pour l'équipe qui va les recevoir, plus tous ces pics. Voilà, je pense que on est au tournant de l'équipe. On n'est pas loin du all-in. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et je pense que c'est maintenant que ça va arriver. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description. Et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.